Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est un démenti formel du ministre de l'Intérieur suite aux informations du quotidien Libération sur un projet d'attentat de Mehdi Nemmouche lors du défilé du 14 juillet. Bernard Cazeneuve parle de fausses informations. Le journal maintient sa version sur le geôlier des 4 ex-otages français en Syrie. Les détails dans ce journal. Échange tendu entre Manuel Valls et Martine Aubry par médias interposés. Le Premier ministre et la maire de Lille se répondent sur la politique économique du gouvernement. Une partie de ping-pong révélatrice du débat qui traverse la gauche sur la ligne à suivre. On en parle dans le grand décryptage du lundi soir et je précise que vous pourrez dorénavant poser vos questions via notre compte @PublicSénat, #22h. Les appels à la démission de Thomas Thévenoud se multiplient et le malaise grandit. L'éphémère secrétaire d'État souhaite redevenir député. Mais à droite comme à gauche, de nombreuses voix s'élèvent pour demander son exclusion du Parlement. Sa femme, Sandra Thévenoud, chef de cabinet du président du Sénat, qui était mise en cause à son tour, a été remerciée ce soir. Les éléments à suivre. Et puis la mort de Roger Hawk, journaliste et diplomate. Il avait été détenu comme otage au Liban en 1987 avant de se lancer dans une carrière de diplomate. En tant qu'ambassadeur de France en Érythrée, l'homme, âgé de 58 ans, souffrait d'un cancer. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Ce soir, le parquet de Paris et le ministre de l'Intérieur démentent les informations du quotidien Libération sur un projet d'attentat de Mehdi Nemmouche lors du défilé du 14 juillet. De son côté, le journal maintient sa version sur les propos du geôlier des 4 ex-otages français en Syrie. Les détails avec Julie Hulin. Non, le ministère de l'Intérieur n'a jamais eu connaissance d'un projet d'attentat. Le démenti est ferme et immédiat. Quelques heures après la parution du quotidien Libération, qui affirme l'intention de Mehdi Nemmouche d'avoir voulu mener un projet d'attentat lors du 14 juillet, Bernard Cazeneuve s'est exprimé, accusant le journal d'avoir publié de fausses informations. Diffuser de fausses informations, en faire des titres et des manchettes qui donnent corps à cette peur, c'est une manière de tomber dans le piège que les terroristes nous tendent. Pourtant, ce soir, le quotidien maintient ces informations issues d'auditions des 4 ex-otages français par les services de renseignement généraux. Des éléments qui n'auraient pas été versés au dossier judiciaire et donc restés méconnus du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur n'est que le ministre de l'Intérieur et d'un seul service de renseignement qui est la Direction générale de la sécurité intérieure. Il n'est pas responsable, il ne relève pas de sa compétence les autres services de renseignement militaires extérieurs. Un des otages, Didier François, n'a pas souhaité confirmer ni infirmer cette volonté d'attentat. Mais il parle de Mehdi Nemmouche comme d'un homme qui avait une espèce d'obsession antisémite, une obsession à vouloir imiter ou dépasser Mohamed Merah, qui était en fait son modèle. Dans une interview au Figaro à paraître demain, le ministre de la Défense s'inquiète de la dégradation de la situation en Libye. Nous devons agir, affirme Jean-Yves Le Drian, qui alerte sur le risque de jonction entre les groupes terroristes dans le sud libyen et les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. Nous allons parler à présent des chrétiens d'Irak, candidats à l'exil en France. Ils sont de plus en plus nombreux. 10 000 demandes de visa ont été déposées au consulat de France à Erbil, dans le Kurdistan irakien. Alors comment sont accueillis ceux qui fuient les massacres perpétrés par les djihadistes de l'État islamique? Regardez cet exemple de Yalda, rencontrée hier à Sarcelles, dans le Val d'Oise. C'est un reportage de Louis Sibyl. Rien, pas même un chapelet. Yalda a tout laissé derrière lui. Il était professeur de français à Mossoul. Quand en juillet dernier cette ville tombe aux mains de l'État islamique, les djihadistes ont lancé un ultimatum aux chrétiens, se convertir à l'islam, payer l'impôt islamique ou mourir. Yalda fuit avec sa famille, vite, très vite. Ce qu'il raconte est bouleversant. J'avais un cousin qui était kidnappé, il a payé 100 000 $. Et j'avais aussi 2 amis qui étaient tués quand ils n'ont pas payé fortune en taxes, ou rançon comme on l'appelle. Maintenant, les djihadistes nous considèrent comme des athées, des payants, des incroyants. Ils ont le droit de nous tuer. Comme des milliers de chrétiens irakiens, Yalda a fui vers la Turquie. C'est un véritable exode. Depuis la chute de Saddam Hussein, cette minorité est persécutée.
1 million avant 2003, ils ne sont plus que 400 000 aujourd'hui. Il a été accueilli ici, à Sarcelles, qui abrite l'une des plus grandes communautés de chrétiens d'Orient. Dans cette église chaldéenne, l'office est en araméen. La messe est bondée, à la sortie quelques sourires, des mines graves. Les associations ne mâchent pas leurs mots. On est dans une phase d'épuration ethnique d'un 4e génocide. Si on n'agit pas, on est complice quelque part. Sarcelles compte 7000 syro-chaldéens, une communauté qui a du poids dans la vie de la cité. Le maire est parti aujourd'hui à Washington pour une conférence sur les chrétiens d'Orient. Pour lui, leur tragédie dépasse les querelles de parti. Des gens sont pourchassés dans leur pays parce qu'ils ont une religion, mais c'est des êtres humains qui sont pourchassés parce que chrétiens. Et donc, ce n'est pas un problème de droite ou de gauche, c'est la France qui doit réagir devant ce drame terrible. Yalda a eu énormément de chance. Il est parmi les 40 personnes qui ont reçu l'asile politique en France depuis l'arrivée de l'État islamique. Environ 150 000 chrétiens irakiens sont sur les routes de l'exil. 10 000 ont fait une demande de visa vers la France. La mort de Roger Hawke, journaliste et diplomate. Il avait été détenu comme otage au Liban en 1987 avant de se lancer dans une carrière de diplomate en tant qu'ambassadeur de France en Érythrée. L'homme âgé de 58 ans souffrait d'un cancer. On l'écoute sur l'une de ses interventions où il parle du métier de reporter. De plus en plus, on peut assimiler le métier de reporter à celui de diplomate. C'est-à-dire qu'on court de plus en plus des risques. Avant, on avait disons, l'habitude de chasser, d'être plutôt le chasseur, c'était surtout le reporter. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on devient un petit peu un gibier. Dans l'actualité aujourd'hui, la pression est montée d'un cran sur l'éphémère secrétaire d'État Thomas Thévenoud, appelé, je cite, à tirer les conséquences de ces déboires fiscaux. À droite comme à gauche, certains réclament la démission de son mandat de député et l'exclusion du groupe. On voit tout cela avec Julie Hulin. Mars 2013, Jérôme Cahuzac décide de revenir à l'Assemblée après sa démission du gouvernement. Mais face aux protestations, il finit par renoncer à son siège. Qu'adviendra-t-il cette fois-ci de Thomas Thévenoud? À gauche comme à droite, ils sont nombreux à réclamer sa démission. Lui souhaite mener son mandat jusqu'à son terme et parle de négligence, mais pas de malhonnêteté en évoquant sa situation fiscale. Sur le principe, il pourrait siéger dès demain, date du début de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Dans les faits, il restera sans aucun doute en retrait avant de rencontrer demain ou mercredi le patron du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis. En attendant que la haute autorité sur la transparence soit saisie, la seule possibilité de sanctionner Thomas Thévenoud semble de l'exclure du groupe socialiste. La seule solution est surtout la meilleure pour la gauche, plus qu'une démission. Le député siégerait alors parmi les non-inscrits et la législative partielle qui risquerait de coûter un siège à la majorité serait évitée. Une majorité plus que précieuse à l'heure de voter des textes cruciaux comme celui du budget 2015. La suite du 22h et dans un instant, c'est le grand décryptage du lundi. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé en France et dans le monde, regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Agathe Pécastin. J'ai envie de reconstruire ma vie, j'ai envie comme vous tous, avoir une vie normale. Ce sont les premiers mots d'un homme libre, ou presque. Après plus de 150 jours d'incarcération, Jérôme Kerviel quitte la prison de Fleury-Mérogis, muni d'un bracelet électronique. L'ex-trader de la Société Générale, condamné à 5 ans de prison, bénéficie d'un aménagement de peine. La Cour de cassation avait cassé les dispositions de l'arrêt, l'obligeant à payer 4,9 milliards d'euros à son ancien employeur. Un volet de l'affaire qui devra être rejugé par la Cour d'appel de Versailles. Une bonne nouvelle pour les étudiants français. Ils pourront bénéficier de la caution locative étudiante. Une annonce confirmée par les déclarations de la ministre de l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso. Le dispositif est en train d'être mis en place pour être le plus réactif possible, avec cette année une limite, un seuil de 2000. Le montant des loyers couverts par l'État sera cependant plafonné. 500 € pour une personne seule en province, 600 € en Ile-de-France et jusqu'à 700 € à Paris. Les postulants au Sénat ont commencé à déposer leur candidature. Le premier dans la course, Bruno Retailleau. Et le sénateur UMP de la Vendée voit plus loin. Il sera candidat à la présidence de son groupe. Les prétendants à la Haute Assemblée ont jusqu'à vendredi 18h pour se lancer dans la bataille.
Najat Vallaud-Belkacem porte plainte pour usurpation d'identité. La ministre de l'Éducation nationale fait face à une nouvelle rumeur sur la toile. Une fausse circulaire invite les maires à consacrer 1 heure à la découverte de la langue arabe pour les écoliers. La signature de la ministre a été falsifiée. Le prince William et son épouse Kate attendent un heureux événement. Le jeune prince George aura bientôt une petite sœur ou un petit frère. Un bébé qui se place à la 4e place dans l'ordre de succession au trône britannique. Et le dessin du jour parle aussi de la libération de l'ancien trader de la Société Générale. Il est signé du dessinateur Na pour Agoravox. La suite du 22h et c'est le grand décryptage du lundi. En début de semaine, on passe en revue désormais les principaux thèmes qui rythment et bousculent l'actualité. Et vous pouvez réagir en direct, poser vos questions, nous interpeller via notre compte @Public Sénat, #le 22h. Alors nous allons aborder 3 grands thèmes ce soir. Les impôts d'abord, avec des classes moyennes assommées. De plus en plus de contribuables peinent à s'acquitter de leurs obligations fiscales. On en parle. Autre sujet ce soir, la partie de ping-pong animée entre Martine Aubry et Manuel Valls, échange tendu entre le Premier ministre et la maire de Lille sur la politique économique à suivre. Enfin, quelle stratégie face au Front National? Le gouvernement et son chef en particulier choisissent le registre de la dramatisation. Analyse à suivre avec nos invités ce soir, le chercheur en sciences politiques François Gémen, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Nous accompagne notre chroniqueur Jean-Louis Gombault, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Va arriver dans quelques instants l'historien Jean Garrigue, mais d'abord nous allons parler Jean-Louis ensemble de ces classes moyennes, l'assommoir fiscal, l'addition s'alourdit pour les contribuables, pour les ménages modestes. Ils sont de plus en plus nombreux Jean-Louis à se retrouver pris au piège fiscal. Alors, il n'y a pas d'étonnement à avoir que entre 2011, 2012, 2013, il y a 30 milliards de hausse d'impôts sur les ménages. Je ne parle pas des entreprises. Et 2014, il y en aura en tout pour 10 milliards. Ça a été un choc fiscal absolument considérable. Et évidemment, les revenus ont augmenté pour un certain nombre de personnes. Mais en moyenne, d'ailleurs, les chiffres qui seront publiés demain par l'INSEE montrent que le revenu moyen des Français a baissé de l'ordre de 1% en 2012. À partir de là, il y a une difficulté réelle de payer les impôts, d'autant plus qu'un certain nombre de personnes qui n'ont payé jamais sont rentrées dans les tranches d'impôts avec le gel décidé par M. Fillon et confirmé par la suite par M. Ayrault et M. Hollande. Donc il y a une difficulté majeure pour payer les impôts. Je prends par exemple un exemple très simple, c'est tous les gens qui bénéficiaient d'une défiscalisation des heures supplémentaires et qui, cette refiscalisation est venue sur le tapis et ça concerne quand même 6 millions de personnes. Donc ces gens-là sont trouvés dans une situation où alors ça fait à peu près 1 600 000 personnes Là, de plus. On parle, Jean-Louis, d'employés, de fonctionnaires et même de cadres qui se définissent eux-mêmes comme appartenant à la classe moyenne et qui ont ces difficultés aujourd'hui. Alors ce qu'on appelle la classe moyenne, c'est à peu près 50% des Français. 50% des Français, donc c'est de manière considérable. Donc c'est pas seulement les couches les plus pauvres, les 10% les plus pauvres, mais c'est quand même des gens qui vont jusqu'à 3 200 € mensuels. C'est quand même pas quelque chose de tout à fait négligeable comme revenu. Et c'est là où on frappe, où on voit ceux qui ont véritablement du mal à payer des impôts. Il faut bien se rendre compte, il y a toujours eu des problèmes pour payer ces impôts. Tout le monde peut être affecté par cette question, mais il faut voir la progression considérable. Si on regarde sur les 5 dernières années, par exemple, les demandes de remise gracieuse augmentent de 30%. Les rappels envoyés par le fisc, vous n'avez pas payé, quand est-ce que vous avez payé, ont augmenté de 40%. Donc là, il y a ces 2 dernières années une véritable tension, il y a toujours eu des problèmes, mais il y a une véritable tension de la difficulté de faire rentrer l'impôt. Alors, autre thème ce soir, nous allons parler de l'appel, en tous les cas, de cette phrase de Manuel Valls qui a appelé à la cohésion, à la mobilisation, au rassemblement, le Premier ministre qui agite le chiffon de l'extrême droite. On en parle juste après, le rappel des faits, c'est avec Mounir Soussi. Regardez. Marine Le Pen démarre l'année sur une bonne note. Des enquêtes d'opinion la placent en tête des prétendantes pour l'Elysée en 2017. Cette hypothèse lui donne une confiance qu'elle tentait d'insuffler ce week-end aux jeunes de son parti à Fréjus pour leur université d'été. Notre progression est déjà spectaculaire, peu importe finalement le candidat que l'UMPS mettra face à nous. Nous gagnerons. Cette assurance inquiète l'exécutif, affaibli par une semaine chaotique. Manuel Valls, en déplacement en Italie, a lancé un message d'alerte pour remobiliser ses troupes face au FN. Nous savons quel serait le prix terrible de notre échec. En France,
L'extrême droite et Marine Le Pen sont aux portes du pouvoir. Et moi, en tant qu'homme de gauche, je ne pourrai jamais me résigner à cela. Une dramatisation de la situation présente aussi à l'UMP. Plusieurs responsables de l'opposition haussent le ton pour dénoncer les positions du parti de Marine Le Pen. Il faut attaquer beaucoup plus fermement que nous le faisons les idées du Front National qui sont pernicieuses pour la France. Moi, je ne veux pas d'une France barricadée et fermée à l'étranger comme il la propose. Et puis ensuite, il faut réunir nos forces parce que si nous allons diviser au premier tour de l'élection présidentielle, le pire est possible. Des mots forts qui auront du mal à porter dans l'opinion tant que les deux principales forces politiques du pays resteront empêtrées dans leur division interne. Voilà, le FN aux portes du pouvoir. Les déclarations catastrophistes de Manuel Valls dimanche à Bologne ont suscité l'émoi à droite comme à gauche. On va en parler. Et on accueille l'historien Jean Garrigue. Bonsoir et bienvenue Jean. Bonsoir. François Gémen, sur cette phrase de Manuel Valls, est-ce que c'est un chantage déguisé, j'allais dire, aux députés PS, un appel à la mobilisation ou alors un symptôme du désarroi d'une classe politique de manière plus générale? J'ai riqué un peu de ça, et il y a aussi sans doute une tentative d'essayer de se défausser de sa responsabilité, puisque les premiers responsables de ces situations, c'est quand même aujourd'hui le Parti Socialiste et l'UMP. On sait le visage que le gouvernement offre à l'opinion avec scandale après scandale, l'affaire Thévenoud, le livre de Valérie Trierweiler, le déballage perpétuel de l'installation public. On voit le spectacle qu'offre l'UMP en face avec une sorte de guerre des chefs perpétuelle et aussi des scandales à répétition qui reviennent. Et donc, il n'est pas surprenant que le FN, effectivement, arrive très haut dans les sondages, d'autant plus que le FN, aujourd'hui, cherche de plus en plus à se positionner comme un parti de gouvernement, alors que je dirais que sous Jean-Marie Le Pen, le père, il se positionnait comme un parti d'opposition systématique. Aujourd'hui, on voit Marine Le Pen qui se déclare prête à devenir première ministre et donc prête à arriver au pouvoir. Jean Garrigue, cette phrase peut aussi rappeler le cri « moi » ou le chaos. Oui, de toute façon, c'est une séquence assez traditionnelle finalement dans l'histoire de France que de voir comme ça grimper une famille populiste. Marine Le Pen, elle se prend un petit peu pour le général Boulanger dans les années 1880. Hein. Il demandait aussi la dissolution du général Boulanger à l'époque. Ça se termine par un suicide. Et voilà, ça risque de se terminer assez mal pour elle, parce qu'au fond, elle ne représente qu'une minorité de l'électorat. Ça pourrait se terminer assez mal pour elle, malgré ce que l'on voit, un contexte quand même, j'allais dire, des vents porteurs en ce moment. C'était une boutade. J'ai bien compris, mais je parlais politiquement également. Simplement, on joue un petit peu à se faire peur, parce que pour l'instant, dans l'état actuel de ce qu'est le rapport de force politique, elle n'est pas en état de gagner une élection présidentielle, et la dissolution serait une énorme faute politique dans l'état actuel des choses, me semble-t-il. Donc tout ça reste quand même de l'ordre du fantasme, ce qui ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave en réalité. C'est que, il y a beaucoup de choses qui sont très graves aujourd'hui, mais notamment, il y a vraiment un problème là de notre culture politique. Au fond, on est dans un moment où cette histoire de monarchie républicaine est complètement en décalage avec ce qu'est la société française. Mais sur le Front National, vous êtes d'accord, François Gémen? Attention quand même, autant je suis d'accord pour dire que Marine Le Pen n'est sans doute pas en position aujourd'hui de remporter une élection présidentielle, autant il faut bien voir une évolution à mon sens fondamentale de l'électorat du FN. Autant les idées du FN étaient jadis des idées repoussoires de protestation, autant aujourd'hui ce sont de plus en plus des idées d'adhésion, ce qui veut dire que le FN fidélise son électorat et que l'électorat du FN aujourd'hui revendique de voter Front National et donc une base électorale de plus en plus stable. Adhésion, vous dites Jean-Luc Gombault, adhésion également aux propositions économiques? Je pense que c'est peut-être une adhésion, mais surtout une opposition, parce que est-ce que le électeur du Front National adhère à ce que dit, en matière économique, à ce que dit Madame Le Pen? D'ailleurs, les sondages le montrent. Madame Le Pen, je crois que l'axe central de son affaire, c'est la sortie de l'euro. Or, quand vous faites les sondages, la majorité des Français sont contre la sortie de l'euro. Mais je voudrais simplement préciser une petite chose. Est-ce que M. Valls se trompe ou est-ce qu'il dit quelque chose qu'il ne pense pas? Est-ce qu'il pense vraiment... Il est un peu revenu sur ses propos, en tous les cas, un peu plus tard. Oui. Voilà, il les a un peu nuancés. Voilà. Il est revenu peut-être parce que... Comment peut-on dire que Mme Le Pen est aux portes du pouvoir? Enfin, il sait bien que c'est faux. Jean Garrigue, c'est pas la première fois que Manuel Valls joue sur la dramatisation. Il avait dit de la gauche qu'elle pouvait mourir. Oui, mais c'est son jeu aussi, parce que ce jeu de la dramatisation est quelque chose qui lui permet aussi de cultiver cette image précisément d'autorité, de fermeté qui a fait défaut à François Hollande. Donc c'est aussi dans le jeu de Manuel Valls. François Gémen? Je suis un peu en désaccord avec les interlocuteurs. Je pense que véritablement le programme économique du Front National, je pense que c'est une préoccupation assez secondaire pour les électeurs du Front National.
Ce qui compte pour les électeurs du Front National, ça reste le cœur du message du Front National, c'est-à-dire l'immigration. Alors justement, vous êtes un spécialiste des flux migratoires, rappelons-le également, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Le discours actuel porté par Marine Le Pen n'a pas changé, c'est le même. Pas du tout, qu'est-ce qu'elle dit? Si elle a le poste de Premier ministre, sa première réforme, c'est une réforme du Code de la nationalité, et donc elle dit exactement la même chose. Et l'immigration, il faut le rappeler, c'est le facteur numéro 1 qui détermine le vote des Français. Les sondages lors des dernières élections l'ont montré. Facteur numéro 1 qui détermine ce vote? Devant le chômage, devant le pouvoir d'achat. Jean Garry? Alors là, pour le coup, tout à fait d'accord avec vous. Je pense que fondamentalement, dans le débat politique depuis 2 ans, et même depuis bien avant, et la gauche commence à l'admettre, ce thème de la sécurité, qui est un thème extrêmement important pour le peuple, pour les couches populaires, ce thème a été minoré. Et je suis un peu effrayé d'avoir entendu tout à l'heure sur la télévision, sur notre chaîne, Julien Drey qui reparlait de l'immigration comme une chance pour la France, etc. Non, il faut poser la question. Vous pensez que quand on dit aujourd'hui que l'immigration est une chance, ça ne passe plus du tout auprès des Français? J'ai peur que ça passe difficilement. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Réfléchir à cette question. En quoi est-ce qu'elle est une chance? En quoi est-ce qu'elle pose des problèmes sociaux, évidemment? Donc il faut ouvrir le débat à gauche et à droite? Je pense qu'il faut absolument ouvrir le débat. Je pense qu'on est à gauche comme à droite aujourd'hui dans une rhétorique un peu creuse qui aujourd'hui essaye de masquer les véritables arguments du débat et qu'en réalité il faut refaire de cette question de l'immigration une véritable question politique. Jean-Léon Gombault, c'est un dossier, c'est un sujet explosif. Oui, sauf que la France n'est plus un pays d'immigration. C'est-à-dire que les chiffres montrent que ce n'est pas, la France n'est plus un pays. Donc elle parle de quelque chose qui est quand même assez vieux. Donc c'est étrange. Il y a toujours un décalage entre le fait, ce que dit Madame Le Pen est incroyablement audible, et en même temps ça ne correspond pas à grand-chose. Ça peut paraître un peu choquant, mais il faut rappeler que la France est à la traîne des autres pays européens en ce qui concerne l'immigration, notamment l'immigration très qualifiée. Alors peut-être que par cette phrase, Manuel Valls a voulu, et sûrement d'ailleurs, remobiliser ou mobiliser ses troupes, parce qu'en ce moment, il a quand même quelqu'un qui vient lui rappeler certaines choses. C'est Martine Aubry, le retour. Il n'arrête pas de se répondre par médias interposés. C'est une partie, j'ai dit tout à l'heure, Jean-Léon Gombault, de ping-pong animé entre la maire de Lille et le Premier ministre. Tout est parti, je le rappelle, d'une interview de la maire de Lille sur Europe 1 qui évoque ses propositions à venir sur la politique économique du gouvernement. Manuel Valls qui dit mais non, où est l'alternative? Et Martine Aubry qui lui répond, il ne faut pas se crisper. Oui, je suis très étonné là aussi sur les propos de M. Valls. Quelqu'un qui vient vous dire, moi j'ai des idées pour développer la croissance, qui sonne un peu, elle ne dit pas, elle veut une alternative. Oui, mais elle dit pour une inflexion, Jean-Luc Gombault. Oui, mais lui-même, il demande une inflexion à l'Europe. Même le gouvernement, M. Hollande de même demande une inflexion. Tout le monde parle d'une inflexion. Elle ne parle pas, il dit... Il n'y a pas d'alternative. Elle ne dit pas une alternative. Donc quelqu'un qui sonne à votre porte, dans le contexte actuel où vraiment on est en mal d'idées, dire j'en veux pas, c'est assez étrange. Ça c'est vrai. Mais Jean Garrigue, il y a quand même, j'allais dire, un passif entre les deux personnalités. Donc ça lui rappelle forcément des mauvais souvenirs. Là, typiquement, mais c'est un gros problème, là aussi historique au sein de la gauche et au sein du Parti socialiste, typiquement ce débat qui pourrait être un vrai débat d'idées. Réfléchir au fond sur la superposition de plusieurs stratégies pour combattre la crise. Ce débat est pollué par le choc de plusieurs traditions historiques au Parti socialiste. Alors je ne dirais pas le réformisme face à la Révolution, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on voit très bien là qu'il y a des clans, qu'il y a au fond des marqueurs d'identité au sein du Parti socialiste, que Martine Aubry se positionne par rapport à Manuel Valls, par rapport à un rapport de force au sein du Parti socialiste. C'est un choc annoncé. Et voilà comment on pollue un débat qui pourrait. Alors on va parler de ces deux lignes, peut-être de ces deux gauches. François Gémen, je vous relais juste une question à l'instant sur Twitter d'Alex Darmon qui vous dit mais qui sont ceux qui votent vraiment aujourd'hui pour le Front National? Est-ce que ce sont les anciens de gauche ou de droite? Les deux. Les deux, mon capitaine. Les deux. Ce qui est très frappant, c'est que le Front National aujourd'hui ratisse très large parmi les ouvriers, et que c'est une des raisons aussi un peu du tassement de l'extrême gauche. Tous ceux qui votaient pour l'extrême gauche traditionnellement ont tendance aujourd'hui à se déporter beaucoup vers l'extrême droite. La fonction protestataire aujourd'hui, elle est totalement canalisée par le Front National. Et justement, ce débat entre les différentes lignes économiques, est-ce qu'il a lieu également au sein du Front National, François Gémen? Oui, d'une certaine manière. Je dirais que c'est plutôt sur des questions éthiques que le débat a lieu. On a vu que le Front National avait beaucoup de mal, par exemple, à se positionner sur la question du mariage pour tous, notamment parce qu'il sait qu'il rassemble à la fois un électorat de droite qui est catholique, conservateur, et un électorat aujourd'hui de gauche, ouvrier, plutôt
de nature progressiste. Et donc on a vu que le Front National essayait de se mouiller le moins possible dans un débat comme celui-là. Revenons, Jean-Luc Gombault, sur la sortie de Martine Aubry, ces flèches assassines décochées. À quelques jours du discours de politique générale de Manuel Valls, c'est quand même, ça peut déboussoler quelque part des gens, parfois qui sont déjà déboussolés dans la majorité. Effectivement, je pense qu'on peut dire que les primaires sont ouvertes. C'est-à-dire, d'abord, vous avez eu au Parti socialiste, M. Montebourg, carrément, il a fait un acte de candidature par sa démission. Et Mme Aubry, on parlait juste à l'instant sur l'inflexion de la politique économique, mais elle avait, 48 heures auparavant, elle avait parlé des problèmes des loyers, notamment. Oui, et elle avait obtenu, voilà, donc ça fait donc déjà deux petits pics qui ne sont pas à la mesure, à mon avis, de la réponse de M. Valls, mais qui sont quand même des petits pics. Alors, il faut dire que derrière tout ça, il y a un débat. On ne peut pas, M. Valls, personne ne peut dire il n'y a pas de débat. Non, il y a un débat au sein même du monde économique qui s'interroge. Jean-Luc Gombault, pardonnez-moi, vous me dites souvent nous sommes regardés par les marchés, nous sommes regardés par l'Europe. Est-ce que c'est le moment d'ouvrir ce débat et de montrer, j'allais dire, eh bien, nos différences, nos divergences? Alors ça, c'est assez compliqué. Parce qu'effectivement, quand vous êtes à la tête de l'État, vous n'êtes pas un animateur de table ronde. Quand vous êtes à la tête d'un débat, il vous faut trancher, et parfois ça fait mal, et il ne faut pas dire, attendez, j'attends que tous les économistes soient d'accord entre eux pour vous dire ce que je vais faire. Mais il n'empêche qu'on a quand même intérêt, ce qu'on essaie de faire ici à notre niveau, mais qu'on a intérêt à animer ce débat. Parce que c'est vrai que la situation est compliquée et que la solution n'est pas simple. Mais Jean Garrigue, si je résume ce que vous dites depuis tout à l'heure, vous avez dit sur l'immigration, pas de débat, sur la ligne économique, pas de débat. Il n'y a pas de débat en ce moment en France? Mais oui, parce que les débats sont pollués, on le sait bien, par cette obsession présidentielle. On parlait effectivement des positionnements pour la primaire. Et alors, c'est intéressant parce que là aussi, choc des cultures. La culture traditionnelle des socialistes, c'est précisément le débat. Et on l'a vu à plusieurs reprises. On l'a bien vu, oui. Voilà, mais oui. Sauf que cette culture, elle est de plus en plus télescopée, précisément par cette ambition présidentielle. À cet égard, d'ailleurs, on peut se demander si les primaires n'ont pas fait beaucoup de mal, parce qu'évidemment, elles ont canalisé les partis politiques vers des écuries présidentielles. Et donc, on est dans cette situation. On est dans un combat de posture. On a bien vu la posture Montebourg, je suis le dissident, et Manuel Valls, l'homme d'autorité. Voilà, on est dans cette situation. Vous voyez les commentaires, hein, François Gémen, qui nous disent que alors on va le revoir à l'instant, que le vrai débat n'est peut-être pas tant l'immigration, mais la place de l'islam en France. Non, ne nous cachons pas la face. Quand on parle d'immigration à gauche comme à droite, ce dont on parle véritablement, c'est pas de l'immigration intra-européenne. Ce dont on parle, c'est de l'immigration musulmane et de la place de l'islam en France. Et effectivement, c'est une vraie question. Je reviens sur cette impossibilité du débat. Je suis frappé de voir comme le débat est crispé sur ces questions et comme le débat est haineux, parce qu'on a l'impression que l'élection présidentielle pollue tout et que tout est une sorte de grand jeu de stratégo-politique, où finalement il n'y a plus de place pour un véritable débat posé et rationnel. Or, il est possible de discuter rationnellement et posément de questions d'immigration ou de questions économiques. Mais M. Hérault, qui nous dit hier, je regrette de ne pas avoir dit aux Français quelle était la gravité de la situation. C'est bien un manque de débat. Il n'a pas osé affronter cette question-là. Ben, c'est bien de sa faute. Et maintenant, il le regrette. En tous les cas, nous avons déjà ouvert le débat ici ce soir. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités. Merci, François Gemène. Merci, Jean Garrigue et Jean-Luc Gombault. On arrive à la fin de cette édition du 22h. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, c'est votre soirée documentaire sur Public Sénat avec un film intitulé Irak, les enfants sacrifiés de Fallujah. À voir, vraiment. Et moi, je vous retrouve demain pour le grand débat du mardi. Belle et douce nuit à vous. À demain donc, avec plaisir, bien sûr.